Pourquoi nous voulons toujours reculer? Pourquoi ne pas regarder en avant? Pourquoi toujours parler de colonisation, de traite négrière? Ceux qui ont subi la traite sont morts. Par exemple, les Noirs qui vivent aux États-Unis sont intégrés, et ont imposé une certaine manière de vivre, une culture. Et l'exemple de Barack Obama, ainsi de suite, Aimé Césaire, la négritude, Sédar Senghor, bref. C'est des propos que c'est des questionnements que mon aîné, très cher aîné, quand il me verra certainement, il se souviendra de moi, très cher aîné, Abbé Franck Onguku, a souligné dans sa vidéo du 24 mai 2020. Alors, je vais essayer un peu de conceptualiser, parce que pour lui, il n'est pas le problème de l'Afrique et la prise de conscience. Je suis très d'accord, je suis vraiment d'accord avec lui. La prise de conscience de chaque Africain, le grand problème se situe au niveau du développement. Le développement de l'Afrique est une affaire de tous. Ça, je partage l'avis, vraiment, je partage l'avis. Mais sur le développement, j'aurais peut-être autre chose à dire. Alors, moi, j'aimerais apporter ma modeste contribution, toujours en étant, je vais dire, en accord avec mon maître, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui a montré l'importance de revenir sur ses traces, sur son histoire, sur sa civilisation, sur sa culture pour pouvoir avancer. Alors, devant cette attitude généralisée des conquérants, qui est tout ce qu'on a vécu avec l'arrivée des Occidentaux en Afrique, une réaction naturelle d'auto-défense, on va dire, était à prévoir au sein du peuple africain. Une réaction culturelle redoutable au service de l'occupant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'aliénation, ce sont les armes redoutables que l'occupant a utilisées pour pouvoir s'imposer. La théorie historique, ou on va dire les théories historiques occidentales sont a priori fausses, parce qu'on sait qu'ils ont falsifié l'histoire, ils n'ont pas raconté la vérité. Et une éducation occidentale faussée depuis des générations prive l'humanité d'accès à la vérité au nom de la suprématie blanche, parce que les Blancs ne veulent pas admettre que les Noirs ont tout inventé. Alors, il est dans ces conditions, en quelque sorte, indispensable que les Africains se penchent sur leur propre histoire, qui est finalement celle de l'humanité tout entière. Que les Africains se penchent sur leur civilisation et étudient celle-ci pour mieux se connaître. Arriver ainsi par la véritable connaissance de leur passé à rendre périmées, grotesques et désormais inoffensives ces armes culturelles. Pendant cette idée, en quelque sorte, cette idée qui devrait n'être qu'un lieu commun est loin d'être évidente pour tous les Africains. Et l'on peut distinguer trois tendances à cet égard. Là, vraiment, je cite Cheikh Anta Diop, parce que et personne n'a mieux parlé de ça que lui. Excusez-moi pour mes lunettes, c'est parce que comme il y a trop de... c'est une période où je souffre souvent de l'allergie des yeux, donc mes yeux sont très horribles, voilà pourquoi je porte les lunettes, donc je m'en excuse quoi. Avec des pollens et tout, c'est vraiment la période la plus atroce pour moi. Et donc, il y a trois tendances à cet égard. Il y a les cosmopolites scientistes modernisants,
l'intellectuel qui, en quelque sorte, a oublié de soigner sa formation marxiste, et en dernier essor, les antinationalistes formalistes. Donc il y a 3 catégories d'Africains. Et la première catégorie, qui est celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la catégorie des cosmopolites scientistes modernisants qui fait l'objet de notre réflexion, groupe tous les Africains qui estiment que, en quelque sorte, fouiller dans les décombres du passé pour y trouver une civilisation africaine est une perte de temps devant l'urgence des problèmes de l'heure. Une attitude pour le moins périmée, hein, que nous devons nous couper de tout ce passé chaotique et barbare afin de rejoindre le monde moderne technique à la vitesse de l'électron. Que la science va bientôt résoudre tous ces problèmes et rendra caduques ses préoccupations locales et accessoires. On ne saurait avoir d'autre langue de culture que celle de l'Europe, qui, on va dire, qui ont déjà fait leurs preuves en quelque sorte. On entend par là qu'elles supportent la pensée scientifique moderne et on va dire, et qu'elles sont déjà universelles. Bien, ce groupe, c'est-à-dire le premier groupe des cosmopolites scientistes modernisants qui pensent que revenir, aller fouiller dans le passé ne vaut la peine, parler de la traite négrière, de l'esclavage ne vaut la peine. Ce groupe contient en effet les individus, en quelque sorte, les plus atteints de l'aliénation culturelle. Là, je ne m'adresse pas directement à mon aîné Franck Ngoukou, parce que lui, il est entré dans un schéma de réflexion qui, en quelque sorte, est utilisé aussi par nos ennemis, les locodermes. Et donc, c'est une réponse à tous ceux qui pensent que revenir dans le passé, aller fouiller dans le passé pour essayer de retrouver nos valeurs est inutile. Ce groupe contient en effet les individus les plus atteints de l'aliénation culturelle. Il n'y a pour eux d'autre issue que l'assimilation. Leur attitude, lorsqu'ils sont sincères, provient d'une cécité culturelle ou de leur incapacité à proposer des solutions concrètes aux problèmes qu'il faut résoudre pour que l'assimilation cesse d'être une nécessité apparente. Cette attitude n'est au fond qu'un piétinement, n'est-ce pas, dangereux, car elle donne l'illusion de la marche en avant à pas de géant. Le poison culturel savamment inoculé dès la plus tendre enfance est devenu, en quelque sorte, partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. En effet, en définitive, plutôt, on dira, modernisme n'est pas synonyme de rupture avec les sources vives du passé. Surtout lorsqu'il s'enracine sur la philosophie de la suprématie blanche. Au contraire, qui dit modernisme dit intégration d'éléments nouveaux, chez Anta Diop, d'éléments nouveaux pour se mettre au même niveau ou au même diapason que d'autres peuples. Mais qui dit intégration d'éléments nouveaux suppose un milieu intégrant, lequel est la société reposant sur un passé, non pas sur la partie morte, mais sur la partie vivante et forte d'un passé suffisamment étudié pour que tout un peuple puisse s'y reconnaître. J'espère que j'arrive à me faire saisir. Pour un peuple, il est d'un intérêt inestimable de connaître sa vraie histoire. Renoncer prématurément et d'une façon unilatérale à sa culture
pour essayer d'adopter celle d'autrui et appeler cela une simplification des relations internationales et un sens du progrès, c'est se condamner au suicide. Seulement, on oublie que le peuple qui n'est pas pleinement conscient de l'unique chemin historique qui conduit à ces sommets de perfection, à cette ère, c'est-à-dire notre ère, risque de s'égarer en chemin. Ça, c'est clair. Je ne peux ainsi partager cette attitude qui consiste à nier l'efficacité et l'utilité de la lutte contre l'aliénation culturelle. Les leucodermes ont étudié l'histoire de la Grèce pour établir une continuité historique. Pas pour savoir si c'était des Blancs qui y habitaient, mais c'est pour établir une continuité historique. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a fait. Il s'est inscrit dans ce même paradigme qui consiste à rétablir une continuité et une conscience historique nègre. Cette conscience historique marque la confiance de soi. S'il n'y a pas confiance de soi, il ne peut y avoir d'estime de soi. S'il n'y a pas d'estime de soi, eh bien, il ne peut y avoir d'affirmation de soi dans un monde marqué par, en quelque sorte, la compétition impitoyable et la course aux ressources de la planète. Donc, si on s'inscrit dans cette optique-là, dans ce paradigme qui consiste à nier ou à ne pas revenir sur l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, etc., l'Africain partira battu d'avance aussi longtemps qu'il ne rétablira pas sa conscience historique. Il faut comprendre que mon très cher aîné, l'abbé Franck Goukou, pardon, a souligné, a parlé de la Chine, du Japon, de l'Allemagne. Mais pour faire une petite rétrospective, la Chine a vécu une période des seigneurs de guerre, où chacun se battait pour se partager un peu la Chine, entre eux les Chinois, je veux dire. Et la longue marche qui advient à la suite de l'envahissement du Japon au nord permettra à Mao d'émerger. Et l'intervention des puissances occidentales, c'est-à-dire les USA dans le Pacifique et plus tard l'Union soviétique au nord, força les Japonais à diviser leurs forces et les communistes chinois profitèrent de cet affaiblissement de l'ennemi pour renforcer leur présence dans le nord de la Chine. Puis la conquête de la Mandchourie par les soviétiques sera quand même décisive pour la suite de la révolution chinoise. Alors, dire que nous sommes indépendants ressemble en quelque sorte à quelqu'un qui se jette du 60e étage d'un immeuble et qui espère survivre. Un État indépendant est celui qui a la souveraineté sur sa monnaie. Or, notre monnaie, le CFA, appartient à la France depuis 1945. L'Afrique ne peut pas parler de développement dans ces conditions, dans les conditions où ils n'ont pas de souveraineté politique, de souveraineté économique. Mais l'Afrique a besoin de la souveraineté, pas du développement. Parce que le développement est fils de la souveraineté. Quand vous êtes souverain, eh bien vous vous développez à votre image, n'est-ce pas? Donc l'Afrique n'a pas besoin du développement maintenant parce que dans les conditions dans lesquelles nous sommes, on ne pourra pas se développer. Parce qu'on dépend, déjà économiquement, on est dépendant. Là, le franc CFA est fabriqué ou battu en France, à Chamalières. Donc, comment voulez-vous être indépendant lorsque votre économie, qui est donc le socle, le moteur du développement, est dans les mains de vos ennemis? C'est impossible. Donc, l'Afrique doit parler de la souveraineté. Pour conclure,
Notre aîné a aussi parlé de... Bon, sur Barack Obama, on y reviendra, sinon la vidéo sera très longue. Déjà, elle est longue, il faut que je la coupe. Pour parler juste de la négritude, vite fait, la négritude déjà a eu deux conceptions. C'est-à-dire que la conception d'Aimé Césaire et la conception de Sédar Senghor. Aimé Césaire considérait la négritude comme étant une révolte de la condition sociale qui a été infligée à l'Africain, aux Africains, pardon, c'est-à-dire l'esclavage, le colonialisme. Et donc, lui, il a conçu la négritude comme étant une révolte. Mais n'oublions pas que la négritude a été conçue par Jean-Paul Sartre. Il en parle dans Anthropologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. Et où c'est vrai qu'il ne parle pas de négritude, mais ce qu'il décrit, c'est-à-dire que la conceptualisation, et Senghor n'a fait que ajouter ce néologisme de négritude. Et déjà, Senghor lui-même considérait Senghor, c'est quelqu'un qui est un peu le cerveau moteur aussi de la France-Afrique. Il a adhéré à la thèse de la dichotomie entre la raison nègre intuitive par participation et la raison hellène analytique par utilisation. Donc pour lui, l'homme noir ne pouvait pas, était incapable à faire les mathématiques, il ne pouvait pas exercer la raison, on va dire, discursive et analytique. Donc c'est vraiment un débat qui nous mène vraiment à une profonde réflexion. Donc voilà un peu ma contribution. On ne peut pas se développer. Ce que le nègre ou l'Africain a vécu, les Allemands ne l'ont pas vécu, les Chinois ne l'ont pas vécu, les Japonais ne l'ont pas vécu. L'Africain a vécu plus de 400 ans pendant l'esclavage, a été vendu. L'Africain a vécu le colonialisme. Mais quand on a vécu tout ça, là, même 150 ans après, les séquelles restent. Donc, on ne peut pas comparer la situation de l'Afrique à celle de l'Allemagne, de la Chine et du Japon. Donc, voilà un peu la différence qu'il faudrait que nous fassions et que j'aimerais que, en échangeant un peu sur des points de vue avec mon aîné, très cher aîné, et à Franck, l'abbé Franck Ngoukou, qu'on essaie de plus approfondir notre réflexion dans ce sens-là. Aujourd'hui, hier, j'étais en train de suivre une vidéo de George Floyd, un jeune noir qu'un policier américain a tué, qui circule sur la toile. C'est pour dire que si l'Africain a réussi à imposer sa culture, à imposer une certaine façon de vivre, mais pourquoi il continue à vivre des agressions policières, des tueries, c'est des génocides. Donc, bref, pour conclure, la prochaine fois, je parlerai quand même de Barack Obama, parce que pour moi, Barack Obama n'est pas un exemple d'assimilation. Non, il y a eu une certaine machination, mais on en parlera. Vraiment, merci à tous ceux qui m'ont suivi, et j'espère que mon aîné, Franck Ngoukou, ne prendra pas mon point de vue aporitique au sien. Et donc, merci beaucoup. J'espère que cet esprit critique qui nous caractérise et cet esprit de débat, d'échange qui nous habite tous pourra nous aider à continuer à réfléchir pour l'Afrique. Merci et bonne journée à tous.